bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui dimanche, nous allons continuer avec la partie 2 de la définition de qu'est-ce que la Fondation SCP. D'ailleurs, je vous préviens d'avance que cette partie sera encore assez longue, mais qu'elle sera encore coupée et qu'il y aura donc bien 3 parties pour qu'est-ce que la Fondation SCP. Aujourd'hui, dans cette partie, nous allons évoquer tout d'abord les forces d'intervention mobiles françaises, ou alors les FIM si vous préférez. En effet, il y a plusieurs FIM qui sont spécialisées différemment. On a la FIM Alpha 113, qui elle est une unité spécialisée dans la traque et la sécurisation de SCP de taille extrêmement importante. Elle ne semble être composée que d'un opérateur terrain et n'a apparemment été utilisée qu'une seule fois. Vous avez la FIM Gamma 18, ou la 999 problème pour son surnom, qui est une unité à la composition et l'utilité qui est encore inconnue à ce jour. Le nom de cette FIM apparaît cependant dans certains dossiers de la base de données de la Fondation. Ça semble être un concept expérimental de FIM encore jamais ou alors très peu employé. La FIM Delta 0, ou dit les hommes en noir, c'est une vaste unité extrêmement bien organisée qui dispose d'agents agissant sous couverture et dont l'objectif est d'effacer la totalité des éléments compromettants, indices et pièces à conviction prouvant l'existence d'objets SCP lorsque l'usage de la désinformation serait vain, sinon suspect. Elle est actuellement l'une des rares FIM habilitées à recourir au protocole en nuit. La FIM Delta 3, ou les Dragons, c'est la principale unité armée de l'agence de renseignement. Elle est composée de membres de cette agence ayant reçu exclusivement une formation militaire ou paramilitaire. Ses missions sont principalement du ressort de la neutralisation, du support d'autres unités ou de la reconnaissance sur le terrain. Dans le cas de nouvelles menaces de la part d'une nouvelle anomalie découverte, c'est cette unité qui est souvent associée à cette neutralisation, en étant accompagnée ou non d'ailleurs. L'origine de leur alias et de son insigne représente des ailes de dragon. Ça provient du fait que l'unité est intégralement héliportée. La direction de cette unité est du ressort des commandants de l'agence. Vous avez aussi la FIM Delta 4, surnommée Safari Time. C'est une unité spécialisée dans la traque, la capture et la neutralisation de SCP de type prédateur. La plupart des membres de cette unité sont d'anciens militaires qui ont reçu une solide formation sur la nature animale et les différents systèmes de localisation. La FIM MU12, dit les farfouilleurs. C'est une petite unité de 12 agents secrets en infiltration et dans les différents domaines utiles à la recherche, tels que la médico-légale ou la balistique. Cette équipe est généralement dépêchée sur les lieux d'occurrence d'événements anormaux afin d'en découvrir les causes. Ils se sont toujours démarqués par leur capacité à effacer toute trace de leur passage. La FIM Sigma 11, les zinzins de l'espace. C'est une unité chargée des transports de matériel, vivres et personnel au site Aïn, que j'évoquerai dans la partie 3, ainsi que dans la sécurité du site. Elle est composée d'anciens militaires spécialement entraînés aux conditions extraplanétaires. La FIM Phi 16, surnommée les pots cassés. C'est une unité dédiée à la gestion des problèmes causés par des anomalies, qu'elles soient déconfinées ou imprévisibles, car non confinées ou non confinables, ou aux effets aléatoires. La FIM Phi 16 va se charger de la désinformation et du soin des civils sur place, ainsi que de la réparation des dégâts matériels, et si possible, du confinement des anomalies. Puis vous avez la FIM Oméga 5, dit les joailliers. La FIM Oméga 5 est spécialisée dans la lutte contre le groupe terroriste Saphir. Les agents en faisant partie sont spécialement formés à la psychologie, la théologie et à la négociation en situation dangereuse. Tous ces agents sont d'appartenances religieuses diverses et testés psychologiquement pour s'assurer qu'ils ne risquent pas d'être atteints du syndrome de Philbusson. Ensuite, vous avez des groupes d'intérêt français. Alors sachez que la branche francophone de la Fondation a également affaire donc à des fameux groupes d'intérêt rivaux, dont les activités vont se concentrer plus généralement, mais pas exclusivement, dans les régions francophones. Afin que tous les chercheurs aient accès aux données les concernant,
Cette page est régulièrement mise à jour au fur et à mesure que la Fondation obtient des informations les concernant. On commence avec l'Amicale des amateurs de l'anormal, ou l'AAA. C'est une organisation de petite taille, ne dépassant pas la vingtaine d'individus, tous inconnus, à l'exception d'un certain ou d'une certaine GG. Ils mettent à profit leurs connaissances relativement restreintes de la normale pour assembler et créer des artefacts singuliers pour leur propre usage ou pour les offrir à la Fondation. Ces artefacts anormaux sont pour la plupart du temps instables, ayant tendance à facilement exploser et peu fiables quant à leurs effets. De plus, leur structure assez précaire, étant composée principalement de matériaux de récupération ou de mauvaise qualité, renforce leur comportement aléatoire. Il est donc conseillé de faire preuve d'une grande prudence lors de la découverte, de la manipulation ou de l'étude de ces artefacts anormaux, les multiples défauts de conception les rendant la plupart du temps imprévisibles. Cependant, une fois ces travers réglés quand cela est possible, ceux-ci peuvent se révéler d'une utilité parfois surprenante. Certains d'entre eux sont d'ailleurs actuellement soumis à des études plus complètes afin de déterminer s'il est possible de les répliquer en quantité suffisante pour équiper certains départements. La liste complète est d'ailleurs disponible sur demande auprès du docteur Merkeslet, responsable actuel de l'étude de ce groupe d'intérêt. Ceux-ci sont la plupart du temps accompagnés d'une lettre décrivant vaguement les effets dans un langage pseudo-scientifique largement inspiré d'œuvres de la science-fiction populaire, rendant leur interprétation extrêmement hasardeuse. Il est souvent aussi mentionné le désir de cette organisation d'aider la Fondation SCP en lui apportant de petites choses qui pourraient vous faciliter la vie, comme ils disent. Les raisons de cet acte sont actuellement inconnues. L'absence de mention de la part d'autres groupes d'intérêt ainsi que leur naïveté quant au monopole de la Fondation sur la normale semblent pointer plutôt vers une méconnaissance totale d'autres organisations dans ce domaine. À part en France métropolitaine, aucun autre site de la Fondation n'a rapporté avoir reçu d'artefacts anormaux ou de lettres de la part de l'AAA. Ensuite, vous avez le Bureau africain des affaires occultes. Il a été créé par Louis-Philippe Ier en 1830, dans les premiers mois suivant le siège d'Alger. Le BAAO, c'était une organisation gouvernementale chargée de la collecte, de la gestion, de l'étude et de l'exploitation de la normale dans les colonies africaines de France. Dépendant officiellement du ministère des Affaires occultes puis des Archives noires, le BAAO agissait de fait de manière pratiquement autonome, et il pouvait compter sur d'importantes ressources militaires et scientifiques, comparées aux autres branches de l'administration occulte française. La doctrine du BAAO se fondait sur la défense absolue des intérêts paranormaux de la France en Afrique. Celui-ci s'est ainsi engagé tout au long de son histoire dans une compétition effrénée contre les autres groupes d'intérêts nationaux ou privés présents sur le continent, y compris la Fondation SCP. Il n'est pas rare que ces conflits d'intérêts aient parfois dégénéré jusqu'à mettre en péril la crédibilité diplomatique de la France et aussi celle du ministère des Affaires occultes, ou même encore la sécurité des populations civiles que le BAAO était censé défendre par ses actions. Le BAAO connaît son apogée pendant l'entre-guerres. C'est au cours de cette période que l'administration du bureau a le plus recours aux troupes de régiments occultes français ou de la gendarmerie coloniale pour parvenir à ses fins. Principale organisation anormale de la France libre, il s'investit activement dans la résistance après la défaite de 1940, et il participe à la libération de la métropole au sein de la coalition alliée occulte. Le Bureau africain des affaires occultes est définitivement dissous en 1962, suite à l'indépendance de l'Algérie. Ses ressources sont récupérées par les Archives noires ou bradées à d'autres organisations comme la Fondation SCP ou le groupe Marshall, Carter and Dark. Un certain nombre de ses membres sont également recrutés par la Fondation, l'organisation mercenaire primordiale, la CMO ou l'insurrection du chaos. Puis il y a la Gendarmerie nationale française. Alors c'est le pendant paranormal de la gendarmerie nationale. La gendarmerie est une force armée secrète placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et chargée de la protection de la population et de la dissimulation des anomalies sur le territoire français. Elle a été formée lors de la tristement célèbre affaire des Jean d'Astre en 1804. La gendarmerie assumait un rôle répressif qui, couplé au rôle militaro-scientifique de la singulière Académie impériale, assurait le monopole de l'État français sur les affaires anormales. Survivant à la fin de l'Empire, la gendarmerie devint une institution républicaine respectée, dédiée à la sauvegarde de la France face aux menaces les moins avouables. Après un âge d'or à la Belle Époque et un âge noir sous le gouvernement de Vichy, la gendarmerie amorce durant la seconde moitié du XXe siècle un déclin de plus en plus marqué,
incapable de s'adapter aux évolutions de la paracriminalité et concurrencée par l'ouverture de la France à des organisations internationales telles que la Fondation. En ce début du XXIe siècle, son équipement dépassé, son personnel débordé et ses restrictions budgétaires rendent la gendarmerie largement inefficace. Et les gendarmes se limitent désormais à la lutte contre la paradélinquance et à un éventuel travail d'enquête lors d'affaires ne répondant pas aux lois physiques conventionnelles. Elle maintient toutefois une étroite collaboration avec les Miviludes, le GEPAN et les Archives Noires, division gouvernementale chargée de la conservation des artefacts ésotériques. Bien que les rapports entre la gendarmerie et la Fondation SCP aient énormément varié par le passé, les deux organisations sont aujourd'hui en relativement bons termes. Quoique les agents de la Fondation rencontrent encore fréquemment des difficultés à collaborer avec certains éléments les plus chauvins des forces de l'ordre françaises. On continue avec les gentilshommes humanistes. On les appelle couramment gentilshommes. Ils sont issus d'une organisation humaniste de la seconde moitié du XVIIIe siècle, créée par Jean-Baptiste Ravin de Courville et le baron d'Holbach ou d'Holbach. Le but de cette organisation a toujours été d'améliorer la condition humaine grâce à la normalité et d'atteindre l'idéal de l'homme meilleur. Les gentilshommes considèrent en effet la normalité comme un phénomène naturel auquel l'homme doit s'adapter pour ne pas y succomber, et forment pour cela le mouvement des Néo-Lumières. Actuellement, les gentilshommes sont présents en Europe de l'Ouest, mais très majoritairement en France. Les gentilshommes s'opposent fermement à la destruction des objets SCP, ainsi qu'au confinement des anomalies les moins dangereuses, en plus de lutter pour les droits fondamentaux des individus anormaux. Les activités des gentilshommes regroupent principalement la recherche et la création d'anomalies susceptibles d'améliorer la condition humaine. La force d'intervention mobile TAU 3 ou Régiment du Roi a été créée dans le but de lutter efficacement contre ces anomalies et d'appréhender leurs créateurs. Les gentilshommes sont malgré tout très discrets sur la scène anormale internationale, bien qu'ils semblent être très actifs sur la scène anormale underground. Et collecter des informations sur le fonctionnement de leur organisation actuelle s'est avéré assez difficile. Les gentilshommes ne se montrent pas hostiles vraiment envers la Fondation, et ils ont manifesté d'ailleurs à plusieurs reprises leur respect envers leur succès. Mais ils se disent idéologiquement irréconciliables avec celle-ci. De plus, ceux-ci sont parvenus à infiltrer la branche française à plusieurs reprises, mais toujours en convainquant un individu déjà membre de la Fondation. Tout individu suspecté de faire partie ou d'aider les gentilshommes doit être appréhendé pour interrogatoire. Humanité. Humanité est un groupe extradimensionnel dont la nature, les origines et les motivations restent floues. Les plus anciennes traces attestant de l'existence d'humanité remontent à l'Égypte antique, où le groupe aurait été très influent avant de totalement disparaître de l'histoire, marquant le début du déclin de l'Empire égyptien de l'époque. La Fondation SCP a remarqué ce groupe au cours du XIXe siècle, suite à des fouilles archéologiques ayant mis en lumière tout un pan anormal de l'histoire de l'Égypte antique, sous la forme de récits mélangés à leurs documents officiels, comme à leurs mythes et textes religieux. Les textes et gravures retrouvés y décrivaient de puissantes entités extradimensionnelles quasi humaines nommées despotes. Ils y étaient décrits comme des dieux de la mort bloqués dans un état de putréfaction permanente et qui auraient besoin de collecter, d'asservir et de dévorer les âmes des défunts pour compenser leur état de mort éternelle. Les textes décrivaient également des hordes de morts en marche qui descendraient dans le monde des vivants afin d'enlever des humains à offrir aux despotes, mais aussi de contacter ceux prêts à les servir en échange de cadeaux défiant les lois de la nature telles que l'immortalité. Suite à ces découvertes, la Fondation SCP a mis en place une vaste opération de censure autour de ces fouilles, afin de dissimuler les éléments mettant en danger le secret de la normale. Quelques décennies après cette opération, la Fondation SCP a relevé une hausse massive du taux d'enlèvement effectué dans des circonstances anormales, arrêtant parfois des individus déclarant accomplir la volonté des despotes et portant le sceau d'humanité sur leur corps. Depuis le début du XXe siècle, la Fondation intercepte de plus en plus de civils, déclarant avoir vu des défunts s'animer, ainsi qu'avoir eu des visions de monstres putréfiés, ressemblant vaguement aux anciens dieux d'Égypte antique. Nemo et le Nautilus. Nemo et le Nautilus est un groupe se présentant comme ouvertement hostile à la Fondation et à ses intérêts, mais ne disposant que de moyens et d'effectifs très réduits. Ce handicap a tendance à limiter ses capacités offensives, mais ses attaques sont souvent très calculées. Elles reposent sur une connaissance étendue des méthodes de confinement de la Fondation et font également des références plus ou moins appuyées au livre 20 milieux sous les mers.
Ces attaques se présentent la plupart du temps sous la forme de dangers infos ou d'objets porteurs d'effets mimétiques visant spécifiquement et explicitement à nuire à la Fondation, et conçus par leurs auteurs de manière à ne pas pouvoir être confinés ou neutralisés via des méthodes conventionnelles, ou même ne pouvant ou ne devant pas être manipulés par des individus travaillant en connaissance de cause pour la Fondation SCP. L'individu fondateur du groupe se présente comme étant Nemo. À l'origine, c'était un employé de la Fondation, mais les détails de le ou la concernant sont étroitement liés à une série d'incidents ayant eu lieu de 1980 à 2011, et dont les archives sont actuellement classifiées, car portant sur une tentative de dissolution de la Fondation de l'intérieur. Actuellement, on ignore qui est à la tête de Nemo et de Nautilus, ou même s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes. La seule chose qui est certaine, c'est que les attaques du groupe envers la Fondation sont désormais frontales, mais d'ambition plus limitée, et elles visent généralement à révéler l'existence de la Fondation au grand public plutôt que de la détruire purement et simplement. Toute trace d'activité de Nemo et le Nautilus doit faire l'objet d'un contact immédiat d'un membre du personnel de niveau 4 possédant l'accréditation Pieuvre, afin que celui-ci prenne des mesures appropriées, fasse intervenir la force d'intervention mobile dite FIM et déclenche l'application du protocole Pieuvre. L'Ordre de la Lumière. Alors l'Ordre de la Lumière, c'est un peu comme l'ange de la mort qui tente l'humanité en lui présentant la pomme d'immortalité. Son aspect nous inquiète, ses intentions sont obscures et ses promesses nous séduisent. Alors nous plongeons résolument notre regard dans le sien, en essayant vainement d'y lire ses desseins. Et nous lui succombons. Car de tous les abîmes que nous connaissons, aucun ne nous paraît plus lumineux que celui que nous y vîmes. L'Ordre de la Lumière se présente comme une archi-religion, vouant une adoration indéfectible à toute forme de vie normale et surnaturelle, et aspirant à transcender toutes les distinctions physiques et idéologiques pour réunir tous les êtres peuplant la Terre sous sa seule bannière. Si son ancienne existence en tant que pendant ésotérique du légendaire Ordre du Temple est certaine, il est supposé que ses origines sont bien plus anciennes encore. L'Ordre de la Lumière a récemment surgi de l'ombre des organisations occultes et témoigne d'une volonté inquiétante de recruter massivement de nouveaux adeptes qui semblaient jusqu'à présent être approchés des seuls initiés dans le plus grand secret. Si cette organisation est suspectée d'avoir infiltré à tous les niveaux de la société et la plupart des sphères de décision politiques et religieuses du monde occidental et oriental, l'Ordre de la Lumière, qui se prétend pacifique et philanthrope, n'a jamais cherché à s'opposer ou à interférer avec la Fondation ou un autre groupe d'intérêt. L'organisation ne paraît jamais avoir été impliquée dans un quelconque crime, délit ou scandale, légitimant ainsi son existence sur la scène mondiale et séduisant d'autant plus la population par son apparente pureté. Tout contact avec ses membres est formellement interdit du fait de leur faculté d'aliénation et d'un manque crucial de renseignements quant aux motivations de l'ordre. Tout individu suspecté d'en faire partie doit être immédiatement signalé à la FIM Oméga 1, alias Odeur de Sainteté. Primordial. Au départ, c'était un simple groupe de mercenaires comme il en existait tant d'autres. Primordial a évolué en un acteur majeur de son milieu suite à l'arrivée de SCP-194-FRF, aussi connu sous le nom d'Antenne Intemporelle, qui a pris la tête de Primordial. Cela marqua le début de la politique d'ingérence de Primordial dans les affaires de ses concurrents. Primordial arbitra notamment plusieurs conflits opposant d'importantes organisations de mercenaires, ce qui se traduit par une influence grandissante bien supérieure à celle dont les autres groupes avaient pu se prévaloir jusque-là. L'apogée de cette autorité nouvellement acquise fut sans conteste la signature des accords de Casablanca en 1950, par lesquels Primordial imposait au mercenariat de la normale une éthique stricte qu'il continue à appliquer et à faire appliquer actuellement. Maintien du secret entourant l'existence de la normale, instauration de principes moraux et déontologiques élémentaires, acceptation des anormaux, politique commune visant à préserver le milieu des menaces internes et externes. Depuis la disparition du SCP Antenne Intemporelle dans les années 60, Primordial est dirigé par les primates, dont le nombre exact est inconnu, et il constitue l'interlocuteur privilégié de la Fondation SCP au sein du mercenariat. Les deux organisations ont également mis en place une forme de coopération via la livraison d'objets et d'individus anormaux par Primordial à la Fondation. Néanmoins, Primordial ne peut être considéré comme un interlocuteur de confiance en général, celui-ci ne cachant pas de servir avant tout ses propres intérêts. Le royaume d'Univers Hill.
Le royaume d'Univerhill est une civilisation anormale établie sur une île flottant dans une réalité extradimensionnelle. Elle a l'apparence d'un ciel entièrement vide. Ses habitants, les Iléens, sont gouvernés par un roi appelé Marien II, qui règne sur les 7 duchés constituant le territoire du royaume depuis son chef-lieu, Zénithère. Remarqué par la fondation SCP au début du XXe siècle, suite aux nombreuses apparitions de ces éclaireurs sur Terre, il a été découvert que le royaume existe en réalité depuis le début du XVIIIe siècle. Le groupe d'intérêt trouve ses origines dans la ville de Saint-Guérin, en Savoie, où dans les années 1720, ses habitants ont découvert des failles dans le ciel qui menaient vers Univerhill. Ils ont alors entrepris de construire des tours pour les rejoindre et coloniser l'île afin d'y fonder une nouvelle ville au vu de nombreuses ressources qui y abondaient. Constatant rapidement le caractère anormal des lieux, les membres de l'Église catholique sur place étant hostiles à ce projet de construction, des branches ésotériques de l'Église vont dépêcher des régiments à Saint-Guérin pour détruire des tours et ainsi enfermer les habitants à l'intérieur d'Univerhill. Toutes les traces de l'existence de la ville ont été supprimées par l'Église catholique peu après ces événements. Pour survivre à Univerhill, les ex-habitants de Saint-Guérin ont dû apprendre à utiliser et maîtriser les ressources anormales qui les entouraient. Affranchis des contraintes de leur ancien monde, ils nommèrent un roi et bâtirent un royaume. Cet isolement extradimensionnel a contraint les Iléens à vivre dans une société entièrement basée sur la normale. De nouvelles inventions, courants de pensée et religions, comme l'église de la voûte céleste, ont pu y faire leur apparition. Au début du XXe siècle, des Iléens ont développé une technologie de portail, permettant ainsi de voyager entre Univerhill et la Terre. Suite à cela, Marien II et ses conseillers ont mis en place nombre de moyens pour inculquer aux Iléens un sentiment de supériorité vis-à-vis des Mondéens, ou Terriens si vous préférez, et prévoir ainsi de futures conquêtes de la Terre. En réaction aux décisions du roi, un mouvement prônant la paix avec la Terre a été créé, le désilisme. Aujourd'hui, la Fondation parvient à limiter les échanges dimensionnels entre la Terre et Univerhill. Une collaboration a cependant été établie avec des Iléens désilistes. Tout Iléen non désiliste trouvé sur Terre doit être capturé, interrogé et éliminé. La Société athée pour la halte de l'idéologie religieuse, ou Saphir. La Saphir, c'est un groupe d'athées assertoriques, extrémistes, qui est largement implanté en Europe. Ses adhérents sont pour la plupart membres du milieu scientifique et appartiennent à un réseau international difficile à cerner. Ceux-ci voient dans les objets SCP qu'ils appellent des singularités une menace envers la pensée scientifique et le rationalisme, ainsi qu'un encouragement à la superstition et à l'obscurantisme religieux. Leur politique alterne entre la destruction systématique des objets ou leur usage afin de commettre des attentats contre des religions globales ou ciblées. Les attentats commis par Saphir touchent essentiellement des civils en grand nombre et sans aucune recherche de discrétion, ce qui demande à la Fondation de déployer d'importants protocoles de dissimulation à chaque attaque. La FIM Oméga 5 dit les Joailliers a été d'ailleurs créée spécialement afin de traquer, empêcher ou à défaut camoufler ces attentats. Saphir est en conflit permanent avec toute forme de culte, qu'ils soient normaux ou anormaux. Ayant de nombreux contacts dans le milieu scientifique, il s'est avéré que certains chercheurs de la Fondation en soient des partisans infiltrés. Bien que Saphir respecte la Fondation et ses objectifs, il désapprouve sa politique de conservation des objets SCP et certains de leurs espions ont déjà été capturés après avoir tenté de détruire ou de récupérer des objets SCP confinés par la Fondation pour leur intérêt personnel. Tout agent infiltré de Saphir doit être dénoncé, capturé et interrogé sur le fonctionnement de la société et des attentats à venir. Puis il y a des petits groupes d'intérêt mineurs. Ce sont des centaines de signalements que la branche francophone de la Fondation va recevoir de nouveaux groupes d'intérêt, et cela chaque année. Pour la plupart, ils sont trop peu documentés pour pouvoir être traités comme des groupes vraiment à part entière, et l'existence de certains reste même à prouver. Dans l'attente de recherches approfondies, ces organisations sont classifiées dans une liste à part, en tant que groupes d'intérêt mineurs. Les installations de la branche francophone. En ce qui concerne les installations de la Fondation, sites, zones ou avant-postes qui marquent son emprise sur le territoire, aux quatre coins du globe, elles constituent des enclaves uniques au sein d'un grand nombre d'États, sujettes à un régime de droit spécial. Cibles privilégiées des factions hostiles, elles sont en effet l'illustration la plus visible de l'action de la Fondation. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Ces installations sont généralement définies par 3 fonctions. Protéger le monde extérieur de ce qu'elles contiennent, se protéger elles-mêmes de l'extérieur d'actions hostiles, failles dans la protection du secret,
et offrir un cadre de travail vivable pour le personnel. Cependant, chaque installation est unique. Leur équipement et leur personnel sont dimensionnés pour répondre de manière optimale à leur mission. Confinement, recherche, stockage, assemblage, administration. Celle-ci peut être multiple ou spécialisée, du large site régional et polyvalent à la petite zone ne confinant qu'un objet spécifique. En ce qui concerne l'organisation de Fondation SCP française, on a un poste d'observation qui est une petite installation isolée n'ayant pas de confinement pour but. Ils sont répartis dans le monde entier et en particulier dans les centres urbains. Ils servent principalement à la surveillance d'un territoire pour détecter de nouvelles anomalies et à la coordination locale. Se limitant généralement à un bâtiment, ils sont également utilisés comme nœud de communication sécurisé et comme retraite sûre pour les agents infiltrés. Un site, c'est une installation sous couverture. Si leur existence et leur localisation sont connues du monde civil, leur véritable nature est dissimulée derrière une fausse identité. Base militaire, laboratoire privé, etc. Une telle couverture est exigée lorsque la proximité avec des populations civiles ou l'emplacement en lui-même empêche la dissimulation de l'installation. Il y a la zone, qui est une installation clandestine, ce qui signifie que le monde civil ignore son existence. Elle abrite généralement des anomalies particulièrement dangereuses. Elles sont ainsi construites loin des centres de population et peuvent déployer des mesures de sécurité radicales, comme une procédure d'autodestruction par détonation nucléaire souterraine. Le site 01, lui, occupe une place particulière. En effet, celui-ci sert de quartier général du Conseil 05 et constitue le centre administratif de la Fondation tout entière. Je vais m'arrêter là pour cette partie 2. La prochaine fois, j'évoquerai avec vous, donc toujours sur la branche francophone, les différents sites de la Fondation SCP, mais aussi les différentes armes ou véhicules que possède celle-ci. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Vous savez que vous pouvez me le montrer en laissant un petit like, en mettant un commentaire, par exemple si vous êtes pressé d'avoir la partie 3, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Pour mieux voir quand la partie 3 sortira, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de cocher toutes les notifications de la chaîne. Et vous pouvez également partager cette vidéo ou la chaîne partout où vous le pouvez, ou faire du bouche à oreille, enfin tout ce que vous pouvez faire pour que les gens qui aiment tout ce qui concerne le paranormal soient réunis sur cette chaîne. En tout cas, je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.